Bonjour, bonjour. Nous poursuivons notre série de vidéos sur la situation en Équateur à quelques mois des élections présidentielles puis des législatives. Les élections présidentielles auront lieu au mois de février 2021. Donc les deux rives vous proposent une série de vidéos pour essayer de saisir les enjeux de ces prochaines élections présidentielles. Dans la précédente vidéo, nous avions vu l'acharnement du régime de Lénine Moreno pour empêcher les partisans de l'ancien président Rafael Correa d'obtenir un instrument politique pour pouvoir permettre aux Équatoriens de s'exprimer et d'avoir une option électorale pour essayer de tourner la page de ce gouvernement néolibéral. Alors nous allons aborder maintenant le thème des persécutions politiques, alors qui vient dans la droite ligne de ce que nous avions vu lors de la précédente vidéo. Nous allons aborder le thème des persécutions politiques contre les dirigeants de la révolution citoyenne. Je rappelle, avant d'aller plus loin, que cet exercice des deux rives ne reçoit le soutien d'aucun milliardaire ni d'aucun État, donc nous vous appelons à nous soutenir. Notre seul moyen de financement, c'est vous. Ceci étant dit, la page de pub étant terminée, nous allons pouvoir un peu présenter justement cet acharnement politique, ça je crois que c'est très important, à travers la manipulation de la justice, ce qu'on appelle le lawfare, la judiciarisation de la politique, c'est-à-dire l'utilisation politique de la justice pour écarter des adversaires, des concurrents, des options politique. Alors évidemment, ce lawfare va s'abattre d'abord sur le premier des concurrents, qui n'est autre que l'ancien président Rafael Correa, et donc qui a été traîné devant les tribunaux en son absence, bien évidemment, puisqu'il est, comme vous le savez, en Belgique, il réside en Belgique, et sur une affaire donc de pot de vin qui aurait eu lieu lors de son deuxième mandat. Et effectivement, on voit quand on s'intéresse à ce cas judiciaire que cette affaire ne tient pas debout, que la plupart des pièces à charge ont été fabriquées, les témoignages sont douteux et en fait, ce qu'on voit, c'est un montage judiciaire dont le but est d'empêcher que l'ancien président Rafael Correa, qui jouit encore d'une très grande popularité en Équateur au sein du peuple, de l'empêcher de revenir dans son pays et aussi de l'empêcher de se présenter à des élections. Alors, malgré toutes les embûches déjà pour trouver un parti politique qui puisse accueillir les partisans de la révolution citoyenne, Rafael Correa a tout de même essayé de se présenter, mais pas à la candidature pour la présidence, mais pour la vice-présidence, donc en lien dans un binôme avec le jeune économiste Andrés Araúz. Nous reviendrons sur le parcours et la signification de cette candidature dans une autre vidéo. Et donc, dans un premier temps, il y a eu des primaires au sein du parti Centro Democrático qui a accueilli les partisans de Correa pour définir quelle serait la meilleure option électorale. Et ces primaires ont abouti donc à la désignation de Andrés Araúz comme candidat à la présidence de la République d'Équateur et Rafael Correa à la vice-présidence. Évidemment, alors d'une part, malgré le résultat de ces primaires, le Centre national électoral a empêché l'ancien président Correa de pouvoir s'inscrire légalement à cette élection. Andrés Araúz s'est inscrit seul pour l'instant. Nous verrons les conséquences un peu plus tard. Et puis surtout, Rafael Correa, qui s'était pourvu en cassation donc dans cette histoire de supposé pot de vin, la Cour de cassation a réitéré une condamnation de 8 ans de prison et 25 ans d'inéligibilité. Alors 25 ans d'inéligibilité, ça emmène Monsieur Correa à ses 82 ans, donc comme ça ses adversaires sont plutôt tranquilles en Équateur. Toujours est-il que évidemment là encore, une fois que ça soit
par le Centre national électoral ou par la justice, on a écarté évidemment l'option qui aurait eu le plus de poids, de poids politique et de poids symbolique pour pouvoir remporter l'élection. Alors, cette persécution contre Correa ne fait pas l'unanimité au niveau international. Et figurez-vous que une fois la condamnation émise en première instance, l'Équateur avait donc demandé à Interpol d'émettre une notice rouge pour pouvoir procéder avec la Belgique à l'extradition de Rafael Correa en Équateur, et Interpol a refusé de placer Rafael Correa en notice rouge, ce qui montre bien aussi que les instances internationales considèrent finalement ce jugement comme un jugement politique. Le refus d'émettre cette notice rouge l'exprime évidemment très bien. Cette persécution ne va pas s'arrêter au cas de Correa, parce qu'il y a vraiment dans le gouvernement de Lénine Moreno, depuis ses débuts, une volonté de décoréiser la société équatorienne. Nous en avions d'ailleurs parlé il y a quelque temps avec l'analyste politique Amaury Chamorro sur cette décoréisation de la société. Il était d'ailleurs très dubitatif. On va l'écouter. No existe la descorreización del país. No es porque votas a un funcionario público por el ser correísta o por haber actuado en el gobierno del presidente Rafael Correa que tú estás descorreizando. Cada vez más Rafael Correa es más fuerte en el Estado ecuatoriano. Las encuestas dan que en cualquier momento, contra cualquier candidato, en cualquier escenario, el presidente Rafael Correa ganaría una elección en primera vuelta. Entonces, el correísmo existe en el corazón del pueblo, de la gente, no de la burocracia. La burocracia ecuatoriana de los últimos 10 años que permitió el desarrollo del Ecuador, alcanzando indicadores de desarrollo económico, humano, social, sin antes visto en la historia del país, volverá a hacer eso, desde que el pueblo salga a las calles y vuelva a disputar el espacio. Et effectivement, cette volonté de décoréisation, non seulement en s'en prenant alors aux grandes réalisations de la révolution citoyenne, mais aussi à ses leaders politiques les plus importants, alors évidemment le Correa d'une part, mais ensuite beaucoup d'autres. Je pense notamment à l'ancien président Jorge Glass qui, sous des prétextes judiciaires fallacieux, est en prison depuis maintenant plusieurs années. On pense aussi à l'ancien ministre des Affaires étrangères Ricardo Patiño qui vit en asile politique au Mexique, à l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale Gabriela Rivadeneira, et à de multiples leaders politiques qui auraient pu, dans une certaine mesure, assurer une continuité de la révolution citoyenne et qui ont été persécutés dans cette visée de décoréisation. Visée qui évidemment ne peut pas s'opérer aussi simplement parce qu'il faudrait dans ce cas-là s'en prendre au peuple directement puisque l'option coréiste reste parmi les plus populaires dans le pays. Et donc nous allons voir maintenant on va dire la troisième vague de persécution politique, de persécution des cadres de la révolution citoyenne qui a eu lieu après les événements, la révolte contre le néolibéralisme, contre les politiques néolibérales qu'a connu l'Équateur en octobre 2019 sur l'impulsion des conseils du Fonds monétaire international. Le président Lénine Moreno décidait d'émettre le décret 883 qui, entre autres choses, augmentait le prix de l'essence à la pompe. Alors, en France, on est bien placé pour savoir que ce type de mesure a pour conséquence généralement de mettre les gens dans la rue. Je dis ça évidemment en référence aux Gilets jaunes. Mais toujours est-il que, un peu de la même façon que les Gilets jaunes, le peuple équatorien a manifesté son mécontentement, mais très rapidement, les slogans et les thèmes ont été au-delà de l'augmentation du prix de l'essence.
et ont été une critique ouverte aux mesures libérales dans lesquelles le président Lénine Moreno avait replongé l'Équateur. Et il y a eu évidemment de très grosses manifestations. Alors, impulsées, il est vrai, par le mouvement indigène d'Équateur et rejoint évidemment par toute une série d'acteurs, étudiants, travailleurs, etc., précisément pour, au sein d'un consensus de revendications qui était contre le modèle implanté par Lénine Moreno. Il y a eu une terrible répression, et le mouvement finalement s'est arrêté par toute une série de négociations et la suspension temporaire de l'augmentation du prix de l'essence. Il n'empêche que le pouvoir a eu très peur. Je rappelle que Lénine Moreno et son gouvernement ont fui Quito, la capitale, pour aller se réfugier dans la très droitière Guayaquil, qui est le poumon économique du pays. Et là, ça montre bien que le pouvoir a finalement eu très peur et de ce mécontentement. Et donc, évidemment, il ne fallait absolument pas que ce mécontentement trouve un débouché, en tout cas dans les urnes, et le régime moréniste a décidé d'attaquer des leaders coréistes en justice pour terrorisme, sédition, et donc a traîné trois leaders coréistes, Cristian González, Virgilio Hernández et Paola Pabón, devant les tribunaux. Ils ont même fait de la prison au motif qu'ils auraient été les leaders d'un soulèvement insurrectionnel, d'une sédition. Évidemment, encore une fois, il s'agit d'un montage judiciaire, encore une fois pour essayer d'éliminer des cadres du mouvement de la révolution citoyenne. Alors, qui plus est, dans les trois que je viens de vous citer, Paola Pabón est la présidente de la région de Pichincha, c'est-à-dire la région où se trouve la capitale Quito. Elle a été élue, évidemment c'était un montage pour écarter aussi une possible concurrente électorale. Et donc ce procès politique, qui d'ailleurs est le seul à propos de la révolte d'octobre 2019, c'est le seul. Nous avons pu interviewer alors deux des accusés. Nous allons commencer par Cristian González qui va nous aider à décortiquer un peu ce procès politique. La première question que je voudrais donc poser à Cristian González, c'est d'où vient cette persécution? La persecución política a la que es víctima el pueblo, sectores populares, dirigentes políticos y en el caso específico nosotros como una fuerza también política y una expresión organizativa, viene pues primero en el tiempo viene permaneciéndose, o sea, no solamente inicia en octubre. Nosotros hemos estado perseguidos por la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, con seguimientos y escuchas ilegales, con, digamos, asfixiamiento laboral, sin permitirnos acceder al trabajo. Y octubre, además de que pasó todo en este marco de la violencia por el decreto 883, octubre también ratificó y consolidó la persecución y en específico a nuestro sector político. Cristian, pourrais-tu nous dire, parce que là on voit que finalement il y a aussi tout un acharnement judiciaire sans grande preuve. Donc dans cette technique du lawfare, les médias ont un rôle prépondérant. Quel a été le rôle des médias dans cette accusation? Nos han diabolizado, ¿sí? Nos han estigmatizado, nos han satanizado a través de los medios de comunicación, nos hacen reportajes especiales, los medios digitales afines y los medios corporativos afines al gobierno en reiteradas ocasiones direccionan mensajes malintencionados y mentirosos. D'accord. Et de quoi vous accuse-t-on maintenant? Lo que pasó en octubre es ratificar lo mismo. Y en octubre, ¿de qué nos acusan? De rebelión. Un delito que en el Código Orgánico Integral Penal está estipulado hasta por 10 años de cárcel. Nosotros fuimos acusados por el delito con la máxima pena,
nos estaban acusando por rebelión armada, financiamiento de rebelión armada. Eso hizo que tengamos que estar nosotros presos, ¿sí? Y gracias al equipo técnico, a la solidaridad internacional, al despliegue de las fuerzas populares progresistas de algunos sectores, logramos obtener unas medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que posibilitó que el 25 de diciembre podamos obtener nuestra libertad, o sea, salir de la cárcel. Pero a cambio de eso tenemos un grillete, tenemos la imposibilidad de salir del país, tenemos congeladas las cuentas, tenemos que presentar periódicamente ante la autoridad, en este caso la Fiscalía. Este delito del que se nos acusa ahora fue reformulado. ¿Y por qué fue reformulado? Porque no encontraron las evidencias. Ellos decían financiamiento, no encontraron el financiamiento. Ellos decían a través de los medios de comunicación que la prefectura, en este caso, que está presidida por Paola Pavón, participó en la movilización a través de prestar sus transportes, prestar sus volquetas, su maquinaria pesada, que tampoco pudo ser comprobado. Eso significó que la Fiscalía reformule. Y ahora la reformulación está por el mismo delito, rebelión, pero por el primer inciso, que es haber promovido acciones violentas para desconocer el orden constitutivo. Ahora tendrán que demostrar si es que nosotros hemos participado en acciones violentas, si es que nosotros hemos llamado a irrumpir el orden constitutivo. Merci Christiane, évidemment, toute notre solidarité, la solidarité des deux rives et j'espère de ces auditeurs et téléspectateurs dans ce jugement qui évidemment n'est pas fini. Alors, l'Équateur, comme on a pu le voir à travers de la figure de Rafael Correa d'abord, puis des grands cadres de la révolution citoyenne, et puis maintenant par ses militants, et y compris ses élus, est devenu finalement l'épicentre du lawfare, le laboratoire de la judiciarisation de la politique. Nous sommes allés demander à Paola Pavón, qui est donc la présidente de la région de Pichincha, région où se trouve la capitale Quito, donc qui est accusée avec Cristian González et donc Virgilio Hernández. Nous sommes allés lui demander quel message elle voulait faire passer à l'international sur la situation que vit l'Équateur en ce moment. Que la judicialización de la política mina la democracia y en muchas ocasiones las instituciones, el resto de instituciones, las distintas funciones del Estado, los partidos políticos, las organizaciones de derechos humanos, que de una u otra manera tienen una adscripción ideológica política, prefieren no tomar partido en la judicialización de la política. Parecería que este es un problema entre políticos. Y lo que se está realmente golpeando es la estructura de la democracia, porque lo que hoy me pasa a mí como Paola Pavón, prefecta de Pichincha, mañana le puede pasar a cualquier ciudadano. Hoy escuchaba en la mañana a un jurista que además decía, a mí no es de mi agrado la prefecta Pavón. Sin embargo, hay una afectación a sus derechos y si hoy pasa esto con ella, seguramente mañana puede pasar con cualquier ciudadano. Ese es el riesgo enorme de manipular la justicia. Por eso cuando tú me dices, ¿cuál es tu mensaje? Mi mensaje es este. Mi mensaje es a las organizaciones de derechos humanos del mundo, del Ecuador, no nos hagamos que miramos hacia otro lado. Veamos cuál es el problema y exijamos que exista una administración de justicia sin manipulación, sin tinte político. He insistido mucho estos días, a los adversarios no se les encarcela, a las ideas distintas y diferentes no se las apresa, se les enfrenta en las urnas. Y también ahí mi siguiente llamado, es fundamental que en el Ecuador se den elecciones. Tenemos mucho temor de que bajo el paraguas del COVID, porque además utilizan la pandemia cuando les conviene, bajo el paraguas de la pandemia se aplazan las elecciones en el Ecuador. El Ecuador está a punto de un estallido social y político. Estamos enfrentando una grave crisis económica. El último semestre, más de 1 millón de ecuatorianos han salido a la pobreza. Están en la pobreza, han perdido sus trabajos. Por lo tanto, que se mantengan las elecciones en febrero del próximo año, sin eliminar candidatos, sin eliminar partidos políticos, sin hacerlo a discreción, es una salida democrática. Queremos una salida democrática. Porque además, mi posible encarcelamiento se da
da en este marco también, en el marco ya de un proceso electoral en donde se busca descalificar a los candidatos y candidatas que son parte de la Revolución Ciudadana. Donc voilà, comme on peut le voir, évidemment, il y a un acharnement, encore une fois, politique pour écarter les différents concurrents ou les différents maillons du parti de la Révolution citoyenne. Alors, dans le cas de la présidente de région, c'est une anecdote, mais je l'ai connue lorsque je vivais en Équateur. J'avais fait une tournée avec elle de sa circonscription électorale, donc dans la région du Pichincha, et je peux vous assurer que c'est une personne très proche des bases populaires et une bosseuse acharnée. Donc c'est pas anodin qu'elle ait été élue au poste de présidente de région. Et évidemment, depuis ce poste d'élu, c'est une menace claire contre le régime de Lénine Moreno. Donc voilà à quoi s'affrontent aujourd'hui les partisans de la révolution citoyenne, une persécution politique qui, si elle avait lieu au Venezuela, au Nicaragua ou à Cuba, ferait évidemment la une de tous les médias dominants. Comme c'est l'Équateur et que son gouvernement est aligné sur les positions étrangères, de la politique étrangère de Washington et sur les positions économiques du néolibéralisme, évidemment, on n'en parle absolument pas. Sauf évidemment sur lesderives.info. C'est pour ça, évidemment, qu'il faut nous soutenir. Je le répète, si vous voulez avoir un autre point de vue, un autre son de cloche sur l'Amérique latine. Alors, malgré cela, il y a le camp coréiste a réussi pour l'instant, on est encore en suspense pour savoir si la candidature d'Andrés Araúz et maintenant du journaliste Carlos Rabascal, poste de vice-président, va être acceptée ou si même le régime de Lénine Moreno va oser empêcher cette candidature qui, je le répète, est très populaire en Équateur. Nous allons, dans les prochaines vidéos, décortiquer quels sont les principaux candidats de cette élection présidentielle, notamment évidemment dans le camp anticoréiste, et puis connaître un petit peu mieux quel est ce jeune économiste qui a repris le flambeau électoral de la Révolution citoyenne. À très bientôt.